Merci d'être là aujourd'hui tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler d'un projet de recherche qu'on a mené à HEC. C'est un projet de recherche qu'on a fait avec Pierre-Carl Michaud et Irina Gémeaux, deux collègues fabuleux du département de finances. Puis, c'est le fun de vous voir ici au Midi Conférence. On avait commencé ça avant la pandémie à HEC sur Côte-Sainte-Catherine. On avait fait un déjeuner conférence sur un autre thème de recherche. Puis là, après la pandémie, je pense que c'est le temps de recommencer puis de renouer un peu avec le centre-ville, le secteur des affaires. Donc, restez à l'affût. Il y en aura d'autres de midi-conférences comme ça par d'autres de mes collègues sur d'autres thèmes de recherche. Donc, regardez ça un petit peu, puis vous pourrez voir ça. Donc, aujourd'hui, on parle des planificateurs financiers. Puis on se pose la question, c'est quoi l'impact, les caractéristiques du planificateur financier sur les recommandations qu'ils pourraient faire pour leurs clients? Donc, il n'y a pas de... Donc, on ne se fait pas de cachette que les consommateurs font face à une complexité de plus en plus importante face à leurs décisions financières. Donc, avec la baisse de popularité des régimes de retraite employeurs, les individus sont de plus en plus en contrôle de leurs finances, en contrôle de leur retraite, puis ça vient avec une responsabilité accrue de leur part. En plus de ça, on fait face à des phénomènes, disons, nouveaux. Ça dépend de votre âge, là, mais disons, l'inflation, c'est pas tout le monde qui a connu ça. Un environnement avec des taux d'intérêt élevés, la finance digitale, les fintech qui rentrent dans le portrait, les investissements ESG. Donc, de plus en plus pour le consommateur, il est obligé de rester à l'affût de ce qui se passe pour vraiment garder le flot et être capable de gérer ses finances par lui-même. Puis il faut se tenir au courant des règles fiscales. Là. On avait le REER, on avait le CELI, on a le CELIAP. Donc, tu sais, pour le commun des mortels, pour le consommateur, c'est pas simple. Puis en même temps, ce qu'on documente dans la littérature, c'est que la littératie financière, même au Canada, est assez basse. Okay? On n'est pas si pire par rapport aux autres grands pays du monde, mais nous, on documente à chaque année, depuis 5 ans maintenant, avec l'indice IRE, on documente la préparation à la retraite des Canadiens, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail à faire. Puis les individus ont peut-être des biais dans leur comportement financier. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'éducation financière, ça fonctionne. Hein? On a un beau laboratoire d'éducation financière à HEC. On fait tout ce qu'on peut pour promouvoir l'éducation financière, mais reste que l'éducation financière, c'est coûteux. Puis il y a des limites à ce qu'on peut apprendre aux gens. Il y a des limites à ce que les gens peuvent gérer eux-mêmes. Donc au final, il y a toujours place pour un conseil financier de qualité qui pourrait être donné aux individus. Puis d'ailleurs, le marché du conseil financier au Canada, c'est immense. Plus que 600 milliards de dollars dans les fonds mutuels au Canada, plus de 70 000 conseillers qui peuvent vendre des fonds mutuels au Canada. Puis aujourd'hui, on va parler d'un groupe un petit peu plus select, un groupe un petit peu plus précis, les planificateurs financiers. Ça, c'est un plus petit groupe. C'est des gens qui ont un petit peu plus d'embûches à recevoir le titre, il y a un petit peu plus de formation, un petit peu plus de barrières à l'entrée. Donc, on en a 5 000 au Québec, 17 000 au Canada. Puis ça va être le thème de notre recherche aujourd'hui. Le problème, je vais vous dire, dans la littérature académique, parfois les conseillers ont mauvaise presse. Donc là, on fait des études, puis là, certaines personnes vont dire que leurs incitatifs sont mal alignés avec les clients. On va dire, parfois, ils font des décisions qui sont biaisées contre les femmes, selon le genre du client avec qui ils font affaire. Puis là, il y a même des études qui montrent qu'il y a certaines firmes qui se spécialisent un petit peu plus dans les conseillers malhonnêtes que d'autres. Donc là, on regarde ça, on va dire, OK, ça fait mauvaise presse un peu pour nos conseillers financiers, mais la bonne nouvelle, c'est que pas toute la littérature académique dépeint les conseillers financiers avec une si mauvaise presse. Mais par contre, même les articles qui essayent de regarder un petit peu le comportement des conseillers financiers, ils tendent à montrer que le conseiller financier a une grande influence sur les décisions financières de leurs clients. Donc, il y a un article qui a fait beaucoup de bruit récemment aux États-Unis. Ce qu'ils ont été capables de faire, les auteurs, c'est d'apparier les portefeuilles d'investissement du conseiller à ceux du client. Donc là, on peut comme comparer comment est-ce que le conseiller, son portefeuille d'investissement ressemble à celui du client. Puis on peut peut-être inférer, c'est quoi l'effet du conseiller sur le client. Je vous présente leur résultat le plus probant. Ici, ce que je vous montre, c'est une mesure commune d'investissement, c'est la prise de risque, le pourcentage de mon portefeuille qui est en actifs risqués. C'est ce que je vous montre sur l'axe des Y. Sur l'axe des X, on regarde différents niveaux de tolérance au risque du client.
La bonne nouvelle, c'est que quand j'ai une tolérance au risque faible, en moyenne, j'ai une fraction d'actifs risqués faible dans mon portefeuille. Puis plus je me déplace vers une tolérance pour le risque élevé, plus j'ai une fraction d'actifs risqués élevée dans mon portefeuille. Ça, là, c'est des conseillers qui font leur due diligence et les vérifications nécessaires, puis ils font leur KYC. Ils connaissent leurs clients. Par contre, à l'intérieur de chacune de ces catégories de tolérance au risque-là, je peux décomposer le portefeuille des clients selon le portefeuille du conseiller. Puis ce que je vous montre ici, ce que les auteurs ont montré, c'est que si je regarde les conseillers qui ont la plus petite proportion de leur portefeuille en actifs risqués, c'est les lignes qui sont plus pâles, puis je compare ça aux conseillers qui ont une proportion d'actifs risqués plus élevée, je me rends compte que leurs clients également ont ce même genre de tendance-là. Donc, on commence à se dire, peut-être que la tolérance au risque du conseiller se transmet chez le client. Puis là, peut-être qu'on peut se poser des questions à savoir si c'est optimal ou pas. Le problème avec ce genre d'études-là, c'est qu'on ne comprend pas les déterminants. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce phénomène-là? Est-ce que c'est parce que le client, il cherche un conseiller qui pense comme lui, donc un conseiller qui aime le risque, le client il va avoir plus d'affinité, puis il va se retrouver à faire affaire avec lui plus longtemps. Puis on ne sait pas quelle est l'implication du client. Est-ce que c'est le client qui a demandé d'avoir un portefeuille plus risqué, ou est-ce que c'est vraiment le conseiller qui a poussé le portefeuille en question? Donc là, nous, on rentre, puis on décide de faire une recherche sur les déterminants des recommandations que les conseillers font aux clients. Puis pour faire cette recherche-là, puis vraiment avoir des résultats intéressants, on doit faire une enquête qu'on va appeler expérimentale. Puis je vous donnerai les détails dans quelques minutes, mais pensez en médecine. Si je veux évaluer un nouveau médicament, qu'est-ce que je fais? Je donne le médicament à un groupe de traitement, puis je donne un placebo à un groupe de contrôle, je randomise tout ça, je compare dans les deux groupes, puis je suis capable de dire, voici l'effet, on va l'appeler l'effet causal du médicament. On va faire quelque chose de similaire. Fait qu'on a fait un partenariat avec FP Canada, puis l'IQPF, puis ils nous ont permis de sonder directement les planificateurs financiers. Donc là, on a accès à des gens là, qui ont passé la barre, qui ont leur titre, qui font leur UFC, qui font tout ça. On a été capable d'en rejoindre 1000. Donc on a eu 1000 répondants, puis on leur a donné des unités de formation continue, certaines cartes cadeaux Amazon, s'assurer qu'ils restent avec nous pour la durée du sondage. Puis, on a construit notre enquête comme suit. Premièrement, juste une petite introduction dans le sondage, sans leur dire où est-ce qu'on s'en va. Il ne faut pas expliquer le but de la recherche avant de rentrer dans le sondage. Puis tout de suite, au début, on leur a donné des scénarios expérimentaux. Donc, je vais vous les présenter dans quelques minutes. Il y aura différents domaines financiers. Puis après ça, une fois qu'ils ont fait les scénarios, puis qu'on les a testés, là, on est allé chercher l'information qu'on avait besoin. C'est quoi les caractéristiques de votre emploi? Quels sont les produits que vous possédez? Les produits que votre conjointe possède, les produits que vous êtes autorisé à vendre, les licences que vous avez. Là, on est allé chercher toutes les informations qui nous permettront de corréler, dans le fond, les choix, les recommandations qu'ils ont faites avec leurs caractéristiques. Donc, c'est la façon de le faire pour pas que personne se doute d'où on s'en va avec l'étude. À la fin, on a aussi pris beaucoup d'informations sur les comportements financiers. Je ne vous présenterai pas tout ça aujourd'hui, mais on a une belle base de données là, où on est capable de savoir vraiment à quoi ressemblent ces conseillers-là. Donc, on s'est posé la question, en faisant le design de l'étude, qu'est-ce qui pourrait affecter les recommandations? C'est un partenariat avec l'IQPF puis FP Canada, donc ils nous ont beaucoup aidé à penser qu'est-ce qu'on connaît sur les planificateurs financiers, qu'est-ce qui sont les choses importantes. Puis on est arrivé sur 4 grandes caractéristiques d'un planif, d'un PF, qui pourraient affecter, qui pourraient déterminer ces recommandations. La première et puis la plus importante, c'est la familiarité. Est-ce que le PF lui-même possède ce produit-là? Est-ce que son conjoint ou sa conjointe le possède? Est-ce qu'il a la licence pour vendre le produit? Donc, on est allé chercher cette information-là. La deuxième chose qu'on s'est posée comme question, c'est quelle est l'implication du client? Si le client il rentre dans votre bureau, puis il dit « Ah, j'ai entendu parler des FNB par mon beau-frère, là, puis j'aimerais vraiment ça investir là-dedans », est-ce que ça va affecter la décision du PF? Finalement, on a randomisé le genre, le nom du client dans les scénarios pour voir des effets de genre. Puis on a randomisé quelques petites subtilités sur la rémunération. Est-ce que vous avez de la commission sur cette vente-là? Est-ce que vous ne l'avez pas? Donc, ça nous permettra d'étudier ça un petit peu. Puis, on s'est attaqué à 4 grands domaines financiers. Premièrement, l'épargne pour la retraite.
le décaissement, les risques de longévité, les soins de longue durée, par l'assurance longue durée, puis les décisions d'investissement. Je vous présente un domaine qu'on a étudié plus en détail pour que vous compreniez un petit peu la nature de l'étude. Je n'aurai pas la chance de présenter tous les domaines, mais juste pour que vous compreniez un petit peu où on s'en va. Puis ce domaine financier-là, c'est l'épargne retraite. Puis on s'est vraiment centré autour du fameux choix entre le REER et le CELI. Pourquoi est-ce qu'on aime ce choix-là? C'est parce que ce choix-là, quand on l'étudie de façon théorique, il y a une optimalité. Okay? On est capable de dire, si on a les paramètres des individus, qu'est-ce qui est mieux? C'est-tu mieux d'investir dans un REER ou dans un CELI? Pourquoi est-ce qu'on est capable de faire ça? Bien, c'est quoi un REER? Un REER, je cotise l'argent avant impôt, j'ai une déduction fiscale, mes sommes fructifient à l'abri de l'impôt dans le REER, puis je paye de l'impôt quand je sors l'argent du REER. Un CELI, je n'ai pas de déduction, les sommes fructifient à l'abri de l'impôt, puis je ne paye pas d'impôt à la sortie. Ça veut dire que quand on le fait théoriquement, là, puis vous le savez certainement si vous avez déjà pensé à ça, bien, il se trouve que le REER va être optimal quand j'ai un taux marginal d'imposition élevé aujourd'hui, je veux une grosse déduction, puis quand j'aurai un taux marginal d'imposition faible, quand je vais décaisser, je vais payer le moins d'impôts possible. Le CELI, c'est tout simplement le contraire. Si j'ai un taux d'imposition marginal aujourd'hui qui est plus faible, je vais préférer le CELI. Puis surtout, si j'ai un taux marginal d'imposition élevé quand je vais décaisser, bien là, je vais être content avec mon CELI. Je n'aurai pas d'impôt à payer. Ça fait en sorte que la règle est super facile. Si tu me donnes le taux marginal d'imposition, surtout dans un scénario expérimental, au moment de la cotisation puis au moment du retrait, on est capable de dire qu'est-ce qui serait mieux à faire entre le REER et le CELI. Pour rajouter un petit peu de piquant, là, on a aussi rajouté le remboursement de la dette. Okay? De la dette, c'est de l'argent après impôt. Je connais le taux que je paye sur la dette, mais je suis capable d'aller calculer comme une valeur actuelle nette, là, pour parler en termes financiers, pour savoir qu'est-ce qui est optimal. Est-ce que je devrais faire mon REER, mon CELI ou repayer ma dette? Ce qui est aussi intéressant avec cette question-là, c'est qu'on l'a mesuré dans le passé, dans différentes études, puis on sait que les individus ont de la misère avec cette question-là. Okay? Ce n'est pas facile pour les individus de comprendre les taux marginaux, de savoir qu'est-ce qui est optimal entre un REER et un CELI. Puis quand on les a testés dans le cadre d'une autre étude, on s'est rendu compte que les individus avaient beaucoup de difficultés à comprendre ça, premièrement. Mais deuxièmement, que si on les éduque, puis on leur donne un petit peu d'informations par rapport au choix, bien, ils sont capables de faire de meilleurs choix. Reste qu'on pourrait quand même avoir l'implication du conseil financier. Donc ici, on va être capable de tester les PF, puis voir à quel point ils sont capables de résoudre cette question-là. Puis on peut se comparer même à la population générale sur la base d'études précédentes qu'on a faites. Voici le scénario typique. Je vous l'ai résumé, c'est ce qu'on appelle des vignettes. Fait que la vignette, il faut qu'elle soit un petit peu libre à l'interprétation pour vraiment qu'on aille chercher la recommandation profonde, disons, du planificateur financier, mais il faut que les éléments importants soient là pour qu'on soit capable de caractériser qu'est-ce qui est un choix qui est cohérent ou qui ne l'est pas. Donc ici, on a Jacques, il a 35 ans, il est marié, il a des enfants, il veut investir 5 000 avant impôt. Il y a un taux d'imposition en ce moment effectif de 50 %, il anticipe un taux marginal de 40 %, puis il y a 5 000 de dettes impayées à un taux annuel de 5 %. Potentiellement aussi, on va randomiser, est-ce que le client il s'enquiert de la possibilité d'investir de l'argent dans sa police assurance vie universelle? Okay? Donc, qu'est-ce qu'il y a comme choix le PF dans cette situation-là? Soit il va recommander le REER, soit il va recommander le CELI, soit il va recommander de rembourser la dette, ou il va dire, bien, mets l'argent dans la police assurance vie universelle. Okay? Qu'est-ce qu'on a randomisé? Bon, ici, c'est là où l'étude expérimentale prend tout son sens. Si on veut vraiment mesurer l'effet des paramètres, il faut qu'on randomise ça dans la population pour que le planificateur financier qui rentre dans notre enquête, est-ce qu'il voit un taux marginal de 30 % ou 50 %? Ça, c'est aléatoire. Est-ce qu'il voit un taux d'intérêt de 2,5, 5, 7 %? Tout ça, c'est aléatoire, de sorte qu'après ça, on va être capable de voir l'effet causal de ces variables-là. Donc, on a randomisé le taux marginal, le taux d'intérêt, le nom et le genre du client. Donc, des fois, c'est Jacques, des fois, c'est Sonia. On a tout randomisé ça. Puis, cette fameuse phrase-là sur l'implication du client, on l'a également randomisée. Donc, ça sera tous des paramètres qu'on pourrait étudier pour voir l'effet qu'ils ont sur la recommandation du planificateur financier. Les résultats, regarde, la première ligne, c'est les PF,
ils tendent à recommander le produit quand il est optimal. Ils comprennent le trade-off entre REER et CELI. C'est faramineux comment ils le comprennent. Quand le REER est optimal, c'est 50% plus de chances de le recommander. Quand c'est le CELI, 38%. Quand c'est de rembourser la dette qui est optimale, 30% plus susceptible de le recommander. Ce n'est pas un choix qui ont de la difficulté à faire. Okay? Donc, en moyenne, quand on regarde ça, on se dit, c'est bon, ça nous conforte, ce n'est pas un choix qui est compliqué pour eux. Puis ce qu'on trouve, c'est qu'ils sont capables d'y répondre très, très bien en moyenne. Par contre, on a déjà un petit effet ici de familiarité. Quand on regarde le choix optimal dans chacun des scénarios, on se rend compte que si le planificateur financier, il y a de la dette, il y a peut-être une marge de crédit investisseur, il y a peut-être une hypothèque, il va être moins susceptible de recommander de rembourser la dette, même quand la dette a un taux d'intérêt élevé. Donc là, déjà, on se dit, le planificateur financier, il y a peut-être un planificateur financier qui croit à l'effet de levier, puis un qui y croit moins. Parce qu'ici, en principe, ça ne devrait pas avoir une influence, le fait qu'on ait de la dette ou non, sur notre probabilité de recommander de repayer la dette. Donc, on a déjà un petit effet de familiarité, mais la vérité, c'est qu'à travers tous les scénarios, encore une fois, en moyenne, on trouve presque toujours que les planificateurs financiers, ils suivent la théorie économique. Dans notre scénario de décaissement, quand on a un client qui a des héritiers ou un client qui est en moins bonne santé, okay, des choses qu'on a randomisées, on voit que les planificateurs financiers, ils s'éloignent des rentes, okay, qui est un produit qui est moins flexible, puis ils s'en vont vers les fonds mutuels, les fonds distinctifs, exactement comme on penserait. Dans notre scénario de soins longue durée, quand les taux d'intérêt sont élevés, on va voir qu'ils tendent à recommander de rembourser l'hypothèque. Quand le rendement est élevé sur les fonds mutuels, ils vont avoir tendance à se déplacer vers les fonds mutuels. Exactement comme on penserait selon la théorie économique. Puis dans notre scénario d'investissement, quand on a des frais plus élevés sur les fonds mutuels ou sur les fonds distinctifs, ils s'éloignent de ces produits-là, puis ils s'en vont vers les FNB. Donc encore une fois, en moyenne, c'est vraiment des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font. Puis ça nous conforte un petit peu aussi dans notre étude de se dire, ils ont lu attentivement le scénario. Ce n'est pas toujours des scénarios qui sont simples, mais on comprend qu'ils ont compris le scénario, puis ils sont capables de nous donner la bonne réponse. Une des choses qui se dégage par contre de l'étude, c'est l'effet de la familiarité. Donc là, je vous ai présenté des résultats en moyenne. Mais là, n'oubliez pas qu'on peut aller creuser, puis on peut regarder les caractéristiques des planificateurs financiers, puis aller conditionner sur des caractéristiques de ces PF-là. La première chose qu'on voit qui est vraiment frappante dans cette étude-là, c'est que les PF vont avoir une tendance à recommander des produits qu'ils connaissent bien. Okay? Soit on possède le produit, soit notre conjointe le possède, ou on a la licence pour le vendre. On se rend compte que c'est vrai pour les fonds mutuels, les FNB, c'est vrai pour les fonds distinctifs, c'est vrai pour les certificats de placement liés à un indice. C'est pas vrai pour les rentes. Okay? Les rentes, ils varient beaucoup plus avec la caractéristique du client qu'avec un effet de familiarité. Même chose pour la vie universelle, puis même chose pour le REER puis le CELI. REER puis CELI, c'est tellement fort comme optimalité que ça dépend beaucoup moins de la familiarité. Par contre, dans tous les scénarios qu'on a fait, l'effet du remboursement de la dette est toujours là. Donc, on voit vraiment qu'il y a un effet d'un planificateur financier qui a de la dette, qui fait de l'investissement avec de la dette, va avoir moins tendance à recommander de repayer la dette qu'un autre planificateur financier. Donc, c'est le résultat, je dirais, le plus important de notre étude qu'on est arrivé à montrer. Puis, ça vient mettre un petit peu de lumière sur les résultats que je vous ai montrés au tout début, l'article des Américains qui montrait qu'il y a une relation entre le portefeuille d'investissement du client et de son conseiller. Dans certains cas très précis, il faut creuser, mais dans certains cas précis, on va voir même, parfois on a un fonds distinctif qui s'apparente à un fonds mutuel avec certaines caractéristiques différentes, mais même quand il est dans le scénario, même quand il paraît optimal, il va encore avoir un effet de familiarité. Puis un conseiller qui va avoir des fonds mutuels va encore avoir tendance à recommander le fonds mutuel, même si nous, on se dirait, peut-être que le fonds distinctif aurait été mieux dans cette situation-là. Donc, il faut faire un petit peu attention aux paramètres du produit, mais en même temps, on commence à creuser pour trouver ces effets-là.
on a regardé d'autres caractéristiques, puis voici ce qu'on a trouvé. Donc, lorsque les clients ils s'enquièrent à propos d'un produit. Donc, dans chaque scénario, on a des clients qui viennent poser une question. On voit que la plupart du temps, le conseiller ne va pas réagir à ça. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'un conseiller nécessairement donne au client le produit qu'il demande. Il est censé donner le produit optimal. Le seul cas de figure où ce n'est pas vrai, c'est dans le cas des FNB. Donc, quand le client demande particulièrement un FNB dans le scénario d'investissement, là, le conseiller il est prêt à donner, à suggérer le FNB. Peut-être que le conseiller il sait que si tu es rendu à parler de FNB, c'est parce que tu connais les frais sur les fonds mutuels, tu connais ça. Donc, dans ce cas-là, c'est assez fort que si le client parle de FNB, on lui donne des FNB. Ce qui est positif, à mon sens, c'est qu'il y a très, très, très peu d'effets de genre. Donc, contrairement aux autres études, on ne voit pas une grande distinction à savoir si le conseiller fait affaire avec une femme, un client. Il n'y a pas d'effet. On a même conditionné sur un conseiller homme qui fait affaire avec une femme, une conseillère femme avec un homme. On a fait à peu près tous les mix qu'on peut, là, puis on ne trouve pas d'effet fort. Donc, il ne semble pas avoir de biais à ce niveau-là. Puis au niveau de la compensation, là, il y a deux niveaux. Donc, quand on dit dans le scénario, vous allez être compensé, vous allez avoir une grosse commission pour vendre ce produit-là, là, les planificateurs financiers, ils s'éloignent de ce produit-là. Okay? Puis c'est normal un petit peu, on leur envoie une enquête, ils savent un petit peu qu'ils sont testés. Donc, tu sais, ils ne tombent pas dans le panneau, comme on pourrait dire. Par contre, encore une fois, quand on creuse un petit peu plus, on voit que ceux qui sont à commission, donc ceux qu'on a demandé dans nos caractéristiques, ceux qui sont à commission, eux, par contre, ils vont avoir tendance à aller avec le produit à commission élevée. Donc, il y a encore un petit groupe peut-être qui se laisse avoir. Puis nous, on dit ça, c'est un petit peu inconscient, parce qu'on pense que le signal il était assez fort là, de dire vous êtes payé à commission. Donc, quand on creuse, on est capable de voir certains cas de figure où ils vont aller un petit peu vers le produit à commission. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on note, c'est que les choix financiers des individus sont de plus en plus complexes. Moi, je vais vous dire que l'éducation financière, ça fonctionne, mais ça ne peut pas tout régler. Okay? Il y a des questions dans lesquelles on a besoin de conseils financiers. Puis dans ce cas-là, ça nous prend un bon conseiller financier. Le seul bémol, quand on a commencé l'étude, c'est à se dire, là, si je veux avoir un conseiller financier, puis lui-même, il y a des biais, puis il y a des interprétations négatives des comportements financiers, peut-être que là, je ne suis pas avantagé. La bonne nouvelle, c'est que nous, on trouve que les planificateurs financiers prennent des décisions qui sont en ligne avec la théorie économique. Il y a un effet de familiarité qu'on note, qui est surtout par rapport aux produits que le planificateur financier pourrait posséder ou aux licences qu'il a pour vendre les produits. Puis on se dit que si on peut les sensibiliser, juste les informer, de faire attention aux effets de familiarité, peut-être qu'on pourrait améliorer leurs décisions un petit peu. Je vais quand même noter les limites de l'étude. Okay, on fait de la recherche. C'est une étude qu'on a faite, on l'appelle à choix déclaré. On n'était pas assis dans le bureau du conseiller financier quand il prend des vraies décisions avec des clients. Donc ça, il faut être clair. C'est des scénarios hypothétiques qu'on leur a présentés. Nous, on pense que ça montre vraiment leurs premières impressions, puis on pense que ça démontre un petit peu ce qu'ils feraient dans la vraie vie. Mais on n'a quand même pas pris des données actuelles puis factuelles de clients. Donc, il faut quand même se mettre une petite limite là. Puis, on se pose comme question au niveau de la recherche future, peut-être que ça serait intéressant d'évaluer des outils qui peuvent venir sensibiliser les PF à cet effet de familiarité-là. Donc, peut-être que de toute façon, la prochaine étape, ça serait simplement de dire, on a-tu des outils qui peuvent aider les planificateurs financiers? Puis, est-ce qu'on est capable d'aller voir à quel point ces outils-là ils fonctionnent bien. Donc, c'est la présentation que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça a été clair. On aura une période de questions. Ça me fera plaisir de répondre aux questions. Mais je pense que pour l'instant, on va passer la parole à Mme Julie Reich.